Depuis le XXe siècle, les navires, qu'ils soient moyens militaires ou civils, ont toujours été associés à l'acier. Mais ce que les gens ignorent souvent, c'est qu'il a existé des navires en béton. Et pas seulement quelques-uns. Des dizaines, voire des centaines de ces navires ont parcouru les mers, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. L'un des pays qui a le plus tiré parti de ce matériau curieux pour construire des navires fut les États-Unis, qui ont même fabriqué toute une flotte de navires militaires en béton. Mais comment était-il possible qu'un matériau aussi lourd et cassant que le béton puisse être utilisé pour fabriquer des navires? Quels avantages cela apportait-il et pourquoi ont-ils disparu à la fois du monde et de nos souvenirs? Dans cette vidéo, nous aborderons l'histoire des navires en béton. Mets-toi à l'aise, je suis Kevin Aguilar et bienvenue sur Guns Club. La Première Guerre mondiale, comme aucune autre guerre auparavant, a exigé un effort industriel énorme pour pouvoir répondre à tous les besoins du conflit. Dans le domaine naval, à cette époque, les métaux étaient le principal matériau pour la construction des navires. Cependant, en général, ils devenaient de plus en plus coûteux et rares, en raison de leur énorme demande dans d'autres domaines, ce qui a poussé les Américains, face aux coûts de production élevés, à explorer d'autres alternatives pour la fabrication de navires. Depuis plusieurs années, le béton avait été utilisé de manière limitée pour construire des barges dans plusieurs autres nations. C'est pourquoi l'utilisation de ce matériau pour fabriquer des navires de guerre a été sérieusement envisagée. De même, en 1917 et l'année suivante, de nombreux navires en béton armé destinés au transport de fournitures ont commencé à être produits. Le projet était accueilli avec beaucoup de scepticisme au début, jusqu'en 1918. Un espion allemand a été capturé en train d'essayer de voler les plans de ces navires en béton, ce qui a renforcé la crédibilité du projet. Plus d'une dizaine de ces navires ont été fabriqués, mais comme la plupart ont été achevés après la guerre, ils ont été vendus à différentes entreprises privées qui les ont utilisés pour divers rôles. Parmi tous ces navires, le SS Palo Alto et le SS Selma se distinguent, car c'étaient d'énormes pétroliers qui ont été utilisés pendant plus de 50 ans. Ces navires étaient assez grands, atteignant jusqu'à 132 mètres de longueur, soit 40 mètres de plus que la Statue de la Liberté. Après ces succès, la technologie a été copiée par d'autres nations, comme en Norvège, où le premier navire océanique en béton, le Nasonfjord, de 25 mètres de long, a été construit. De nombreux navires ont été construits durant l'entre-deux-guerres, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont commandé davantage de navires de ce type au début, 24 pour être exact. Ceux-ci étaient destinés au transport logistique et mesuraient 111 mètres de long et, curieusement, étaient propulsés par la vapeur. Les améliorations du béton leur ont permis d'avoir une coque plus solide et plus fine, ce qui les rendait plus légers. De plus, 78 barges en béton sans autopropulsion ont été construites, destinées à être remorquées. Tous ces navires et barges transportaient des fournitures telles que du pétrole, des minerais, des armes et même des soldats, laissant l'acier, matériaux très précieux pendant la guerre, pour la construction d'autres navires, qui, bien qu'ils aient vu des combats en première ligne pendant le jour J, ont été essentiels pour le transport des fournitures, des pièces de rechange pour chars jusqu'aux ponts flottants. Ils ont également été utilisés pour être délibérément coulés, afin de bloquer le passage d'autres navires ennemis. Les Allemands, bien sûr, ne seraient pas en reste, fabriquant 50 navires de ce type pour les phases finales du conflit, tous dédiés au transport. De la même manière, et en fait beaucoup d'entre eux ont été restaurés jusqu'à aujourd'hui et sont utilisés comme musées et restaurants. Même une entreprise de béton de Californie a proposé un cargo en forme de sous-marin qui, selon eux, pouvait atteindre des vitesses de 75 nœuds. Cependant, à la fin de la guerre, la recherche et la fabrication de ce type de navire ont définitivement cessé. Au total, entre les Britanniques et les Américains, près de 400 de ces navires ont été construits, dépassant presque en nombre la flotte de sous-marins des deux pays réunis. Mais pourquoi ce matériau? Comme mentionné, les construire en ciment les rendait extrêmement bon marché. De plus, ils étaient extrêmement résistants et pouvaient supporter des impacts d'icebergs et même de projectiles, bien mieux que les navires en acier. De plus, ils résistaient à la corrosion et étaient facilement réparables avec des résines ou du ciment. Une bonne caractéristique de ceux-ci était qu'ils réagissaient très lentement au changement de température, ce qui les rendait parfaits pour transporter des produits périssables ou inflammables. Mais probablement, le facteur le plus important, qui explique même comment leur nombre a explosé pendant les guerres,
concerne les chantiers navals. Les chantiers navals, pour construire des navires en acier, étaient complexes et il y en avait un nombre limité. Ceux-ci tournaient à pleine capacité de production pendant la guerre. En revanche, les chantiers pour fabriquer des navires en béton étaient extrêmement simples à réaliser, avec peu de machines et un nombre réduit de processus industriels. Ils pouvaient donc construire autant de chantiers navals de ce type qu'ils en avaient besoin. Et, bien sûr, en très peu de temps, la main-d'œuvre nécessaire pour construire ces navires était vraiment faible et peu spécialisée. Avec 5 maçons, du ciment, de la croix bleue et des grandes bières, tu pouvais construire un bateau. En réalité, il ne fallait pas tant de soudeurs ni d'ingénieurs pour les fabriquer. À cette époque, la main-d'œuvre qualifiée était moins courante qu'aujourd'hui. Donc, cette ressource précieuse à l'époque pouvait être utilisée dans des domaines bien plus nécessaires. Tu penses probablement qu'il n'était pas possible que ceux-ci existent, car ils étaient trop lourds pour flotter. Mais est-ce que vraiment n'importe quel objet peut flotter? Tant qu'il suit le principe d'Archimède, le navire ne doit pas peser plus que l'eau qu'il déplace. Tant qu'il reste dans cette limite, il peut flotter. Et les navires en béton pouvaient le faire. Cependant, ceux-ci étaient considérablement, beaucoup plus lourds que les navires conventionnels. Ces derniers étaient renforcés par des barres d'acier, condition nécessaire à leur viabilité. 10 fois plus épais que les navires en métal. Et bien que le béton soit moins dense que le métal, les navires en béton pesaient presque 2 fois, voire parfois jusqu'à 3 fois plus que les navires en acier de taille similaire. Ces navires, plus volumineux et lourds, déplaçaient davantage d'eau et étaient très lents, entraînant une consommation élevée de carburant pour leur déplacement. De plus, ceux-ci, étant si lourds et ayant beaucoup moins d'espace à l'intérieur pour transporter de la cargaison, ne pouvaient transporter qu'environ la moitié de la charge d'un navire en acier. Pendant la guerre, ils étaient beaucoup moins chers à fabriquer, car l'acier était très cher en raison de sa forte demande. Après la guerre, le prix de l'acier a baissé. Ainsi, les coûts de production des 2 types de navires étaient similaires. Donc, construire des navires en béton n'avait aucun sens s'ils coûtaient autant que ceux en acier. De plus, les chantiers navals pour les navires classiques étaient déjà opérationnels. Donc, à cause de tous ces facteurs, les navires en béton n'ont jamais repris la mer. La plupart d'entre eux sont devenus trop coûteux à exploiter après la guerre, en raison des prix élevés du carburant, et ont été coulés près des côtes pour servir de brise-lames. Beaucoup d'autres ont connu des destins plus curieux, comme l'United States Ship San Pasqual, qui a été offert à Cuba dans les années 30, et il a servi au transport de marchandises. Il a même été armé pendant la Seconde Guerre mondiale pour se protéger des sous-marins, et il a même été utilisé comme prison par le Che Guevara et ses troupes. Ensuite, il est devenu un club sportif de pêche, et finalement un hôtel dans les années 90, pour finalement être abandonné de nos jours. Bien sûr, étant en béton, il est aujourd'hui pratiquement intact, donc l'histoire de ces navires semble encore ne pas avoir de fin. Si cette vidéo t'a intéressé, tu voudras probablement connaître l'histoire du cuirassé américain, que ni l'Empire japonais, ni les États-Unis eux-mêmes, son fabricant, n'ont pu couler. Je te le conseille fortement. Merci pour cette vidéo, on se revoit la prochaine fois. Au revoir.